Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, une émission de réflexion justement sur un sujet qui semble a priori sans importance, le prénom. Encore souvent lié au baptême et donc à l'inscription dans la continuité des saints qui nous ont précédés et portent le même nom que nous, le prénom nous précède toujours, nous ne l'avons pas choisi. Alors que signifie cette imposition d'un nom qui nous suivra toute notre vie? Est-il sujet à des modes, à des tendances? Y a-t-il une sociologie du prénom? Et surtout, est-ce que cette fatalité qui nous est imposée, puisqu'on change rarement de prénom, détermine-t-elle notre vie et est-elle en quelque sorte un destin? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Jocelyne Tarnot, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous retrouver. On s'était vu plusieurs fois dans cette émission. Vous êtes bibliste et vous êtes journaliste. Et puis Jean-Louis Bocarno aussi, bonjour. Bonjour. Moi aussi, je suis là aussi très content. Vous êtes généalogiste. On vous a beaucoup vu à la télé. Vous êtes une star, à la télé, à la radio. Vous êtes également conseiller à la Revue française de généalogie. Voilà, alors j'ai commencé cette émission en confondant peut-être un peu prénom, nom, nomination. On va essayer de voir un petit peu comment tout cela fonctionne dans un premier temps. D'abord, est-ce qu'on a toujours eu un nom ? Oui. Il a bien fallu identifier les personnes. Dans tout groupe social, on a besoin d'être identifié, forcément. Donc on a toujours eu un nom, mais pendant longtemps, on n'a eu qu'un nom, qu'une dénomination, parce que c'était suffisant. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, ne remontons pas trop loin non plus, mais passons simplement au Moyen-Âge. Avec Jocelyne Tarnot, on peut remonter jusqu'à la Bible. Oui. Mathusalem. Même Adam. Mais en généalogie aussi. Mais je dirais, du point de vue de dénomination, simplement fixons-nous au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, au temps de la christianisation, là, tout le monde, en Gaule, dans l'ancienne Gaule, dans l'Hexagone, disons aujourd'hui, reçoit un nom au baptême que l'on appelle un nom. On ne l'appelle pas prénom, puisqu'il ne précède rien. Il a un nom. Il s'appelle Bernard, il s'appelle Martin, il s'appelle Pierre, etc. Et petit à petit, l'identité va évoluer, surtout, alors pendant plusieurs siècles, c'est comme ça. On donne à l'enfant un nom qui est surtout le nom porté par un saint, qui fait que le curé qui baptise l'enfant accepte de le recevoir, ce nom qu'on lui choisit, parce qu'on veut le placer sous la protection du saint, parce qu'on veut que quelque part l'enfant non seulement soit sous la protection du saint, mais récupère, on espère qu'il va récupérer les qualités de ce saint. Saints qui sont les grands héros de nos ancêtres, ils sont très très proches de nos ancêtres, tout le monde connaît la vie des saints au Moyen-Âge. Donc, on lui donne le prénom d'un saint, et petit à petit, on va avoir une évolution, surtout vers les 11e, 12e siècles, parce qu'il y a eu, à cette époque-là, une grande période de paix, de stabilité politique, qui va avoir pour conséquence une grande croissance démographique, on dirait aujourd'hui un grand boom démographique, et de ce fait, dans les communautés dans lesquelles vivaient nos ancêtres au quotidien, dans les paroisses, dans les seigneuries, etc., on arrive à avoir trop de Pierre, trop de Guillaume, trop de Jacques, et spontanément, il faut bien résoudre ces homonymies, spontanément, on va voir arriver petit à petit des surnoms, on a appelé ça des sobrenoms, des noms que l'on ajoute, qui vont coller, qui vont s'ajouter au nom de baptême, et qui petit à petit vont se fixer, d'abord se généraliser. Ça naît en Italie du Nord, et petit à petit une grande déferlante qui va faire que ce phénomène va se généraliser sur la France, du sud au nord, va passer les Pyrénées, l'Espagne, va monter dans les autres pays, en Belgique, etc. La Scandinavie, par exemple, n'aura pendant très longtemps, les pays scandinaves n'auront pas de ce qu'on appelle de nom de famille. Il va falloir des lois au Danemark, en Norvège pour l'imposer, en Turquie aussi. En Afrique, la même chose, le système de dénomination était différent. Aujourd'hui, le nom de famille, c'est à peu près généralisé sur toute la planisphère. Mais France, ce nom de famille apparaît donc vers les 11e, 12e siècles. C'est un surnom qui petit à petit se fixe
et va devenir héréditaire, va se transmettre. Et va faire que l'identité va avoir deux composantes, ce nom, ce surnom qui va devenir le nom, et l'ancien nom qu'on va appeler prénom, c'est-à-dire avant le nom, ce qui fait qu'il est complètement aberrant aujourd'hui de se présenter Bocarno Jean-Louis. Non, ça, c'est une habitude que dans certains milieux on trouve chic, etc. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est l'administration, c'est l'école de Jules Ferry, c'est le service militaire qui avait besoin de classer et de répertorier les individus autrement. Il le faisait de façon très technique, avec nom, prénom, mais un prénom, ça se met avant le nom. Oui. Ça, c'est très important. Je réagis très violemment qu'il y a une sorte de combat. contre. Ah oui, j'ai plusieurs combats à ce niveau-là. Je crois qu'on en parlera. Oui. Mais c'en est un premier vraiment prénom. Ça veut dire avant le nom. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et le mot en soi le contient. Oui. Bien sûr. Prénom avant le nom, préfixe. Il y a quelque chose dans... ça va être aussi alors là, pour le coup, c'est mon combat. Moi, dans le nom, il y a de l'identité. Oui, et ça, c'est pour ça que je vous ai fait venir, parce que vous êtes spécialiste de la Bible. Le nom, dès le début, même peut-être dès Adam, l'homme, Ève, la vivante, il y a quelque chose qui est dit par le nom. En fait, Adam ne signifie pas l'homme. Oui, c'est l'être humain. C'est Ish qui signifie l'homme. Vous avez raison. Adam, ça signifie le rouge, à cause de la latérite dont il a été pétri, à cause de la terre. Donc il est le rouge. Hein. Et Ève, c'est Ava, c'est la vivante. Voilà, la vie. Donc déjà là, il y a quelque chose qui signifie, regarde, tu es le terreux, tu es le glaiseux. C'est pas toi qui t'es formé, c'est Dieu. Donc il y a déjà quelque chose qui dit à Adam, fais attention de ne pas vouloir prendre la place de Dieu, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc même dans le prénom d'Adam, il y a déjà... qui n'est pas un prénom. Non. Oui, qui est un nom. Qui est un nom. Qui est un nom. Oui, voilà. Oui. Donc mais qui va devenir un prénom, parce que bien souvent, on va donner aux enfants des prénoms issus de la Bible, un prénom de saint, mais parfois issus avec les patriarches, etc. Et Adam est un prénom. Pardon de nous avoir coupé. J'ai un petit-fils qui s'appelle Abel, voilà, et c'est ce qui se passe exactement. Donc déjà, j'allais dire, même le premier homme se trouve à avoir la marque, au fond, d'un destin, de quelque chose qui le caractérise, qui caractérise son destin. Et puis après, ça continue. Pour ça, j'aime bien, par exemple, Joseph. Oui, vous avez écrit un... Oui, j'ai écrit un livre sur et Joseph, une comédie musicale sur Joseph qu'on a faite toute cette année. Joseph, sa maman, Rachel, ça fait 20 ans qu'elle attend un enfant. Sa sœur en a plein. Elles ont le même époux en commun, Jacob. Hein. Et elle, ça vient jamais. Et au bout de 20 ans, enfin, elle attend un enfant. Alors, quand il naît, elle dit Dieu m'a enlevé ma honte, la honte d'être stérile, d'avoir tous les bambins autour, et elle jamais, voilà, c'est pas son tour. Et elle dit et je voudrais qu'il m'en ajoute un autre. C'est-à-dire, elle réclame Benjamin, l'autre fils. Et en fait, elle fait elle-même un jeu de mots entre Asaph, qui signifie enlever, et ajouter Yosef. Et elle forge un nom qui est Joseph, qui rassemble les deux. Et c'est le destin de Joseph, parce que quand vous enlevez, vous faites une soustraction, et quand vous ajoutez, vous faites une addition. Il y a donc dans son nom deux choses complètement contradictoires, une soustraction et une addition. Et c'est exactement le destin de Joseph et la prophétie de Jésus-Christ, parce que le fils bien-aimé de Jacob, il va descendre, vendu par ses frères, oublié au fond d'une citerne, vendu comme esclave, arrivé chez Potiphar, envoyé en prison par sa femme, oublié pendant 12 ans. Enfin, il descend, c'est moins. Oui. Jusqu'à toucher le fond. Et là, à cause de la capacité qu'il a de déchiffrer les rêves, il est amené auprès de Pharaon qui en fait son bras droit. Et là, c'est plus. Et quand je pense, Saint Paul a écrit l'hymne aux Philippiens, qui dit, lui étant de condition divine en parlant de Jésus, ne retint pas jalousement la dignité qu'il égalait à Dieu, mais il se fit homme, moins. Et pas seulement homme, mais esclave, moins. Et pas seulement esclave, mais mort d'une mort la plus infamante qui soit, et mort enseveli. Et là, Dieu l'a ressuscité, plus, l'a exalté, plus, l'a mis, fait asseoir à la droite, et il lui a donné le nom le plus haut qui existe.
c'est-à-dire Kyrios, le nom même de Dieu, Seigneur. Donc voilà, on a dans la figure de Joseph absolument un destin qui est prophétique de celui qui sera le fils de Joseph, puisque son père s'appelle Joseph. Pour le faire entrer dans la dynastie davidique, il s'appelle Joseph. Là, on a un nom qui inscrit un destin, qui intègre un destin et qui annonce. Et c'est très fréquent dans la Bible. Et justement, l'origine de nos noms et de nos prénoms, parce que vous avez dit que le nom, dès le début, était inscrit comme un nom de baptême, mais le premier qui a porté, je ne sais pas, Martin ou Saint-Martin, ou je ne sais pas, Augustin, Saint-Augustin, il n'était pas... Enfin, il y avait un sens à ce nom? D'où ça vient? Tous les noms ont des sens. Oui. Hein. Mais le nom... Alors moi, quand on me demande, par exemple, quelle est l'origine de mon nom, si je dis... moi, je m'appelle Robert, quelle est l'origine de mon nom de famille? Vous vous appelez Robert parce qu'un de vos ancêtres très, très, très éloignés avait reçu le prénom de Robert comme... Enfin, le nom de Robert comme nom de baptême. Et ensuite, beaucoup de nos surnoms devenus nos noms sont issus de nom de baptême, parce que Jean-Robert voulait dire Jean, fils de Robert. Bon. Voilà, moi j'estime avoir répondu à la question quelle est l'origine de mon nom de famille qui est Robert. J'ai expliqué que voilà, si on m'avait demandé charpentier, j'aurais dit parce qu'un de vos ancêtres éloignés exerçait la position de charpentier. Si on m'avait demandé pourquoi vaillant, j'aurais dit parce qu'un de vos ancêtres très éloignés était réputé vaillant. Bon. À partir du moment où je donne cette explication-là, j'estime que mon travail d'anthroponymiste, c'est-à-dire le travail sur l'étymologie et l'origine du nom de famille est fait, on comprend pourquoi ce surnom a été donné et est devenu un nom de famille. Après, ce qu'est voulu dire Robert, l'étymologie même du nom de baptême Robert, comme l'étymologie même du mot charpentier ou du mot vaillant, c'est une autre affaire. Ça n'a pas de lien direct avec la famille. Absolument. Et là, Robert a des origines franques, hein, c'est Rod la Gloire et Berthe Briand, mais attention, moi je manipule avec précaution ce genre d'éléments-là, parce que souvent quand je dis, voilà, si je vais plus loin en disant Robert, c'est un nom de baptême qui était d'origine franque, donc je descends des Francs. Mais non, quand on donne aujourd'hui, quand vous donnez aujourd'hui à un enfant le prénom de Kevin, il n'est pas irlandais ou anglais pour autant. Quand on lui donne le prénom de Claude, Claude Claudicus, en latin c'est boiteux, et c'est Saint Claude qui avait un nom de baptême d'origine latine. Quand vous appelez l'enfant Claude, c'est pas pour autant que, d'une part, il sera romain, et que d'autre part, il soit boiteux. Donc ne confondons pas tous les niveaux d'étymologie. Mais non, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident du tout. Vous avez raison, c'est une pente assez naturelle. Et il y a des tentations, il y a des amalgames qu'on peut faire facilement. Non, voilà. Au niveau étymologie des noms de famille, voilà les informations qu'on peut trouver. Au niveau étymologie des noms de baptême, je ne suis pas compétent. C'est pas mon domaine. Je laisse le domaine à d'autres spécialistes. Moi, je reste dans mon précaré. On serait dans les années 50 et qu'on ferait une émission, alors ce serait plutôt à la radio, je vous appellerais Beaucarneau. Ça se faisait comme ça, on utilisait le nom de famille. Aujourd'hui, si j'étais sympa, je vous appellerais Jean-Louis. Ça aussi, c'est votre second combat. On a quand même tendance, de plus en plus, à utiliser le prénom dans la vie sociale. Bien sûr, c'est mon obsession actuelle, que je dénonce dans mon dernier bouquin et qui m'obsède dans la vie quotidienne. J'aimerais, là, je vais essayer de me rapprocher d'autres spécialistes pour les interroger et essayer de comprendre pourquoi ça correspond certainement à un besoin très profond, une évolution très profonde de notre société. J'aimerais bien le comprendre, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un glissement au niveau des composantes de l'identité. Autrefois, vous aviez le prénom avant le nom et le nom. Le prénom, on l'appelait souvent le petit nom, c'est-à-dire le nom de l'intime. Oui, c'est ça. C'était entre amis, en famille, qu'on se donnait du prénom. Et dans la vie publique, alors peut-être aussi dans le quotidien, dans les villages. Hein, on était plus connus par le prénom que par le nom. Mais dans la vie publique, dans la vie civique, à tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit au service militaire, que ce soit au travail, on était monsieur ou madame un tel, le nom de famille. C'était par le nom de famille qu'on s'engageait dans la vie publique, c'était par le prénom qu'on vivait dans la vie privée. Et aujourd'hui, eh bien, on a un glissement à ce niveau-là, et de plus en plus,
on confond les gens, on confond les niveaux, et vous avez de plus en plus des interlocuteurs qui vont se présenter sous leur seul prénom, sur les plateformes de renseignement téléphonique, etc. Et à des tas de niveaux. On aura le badge dans des administrations où il y aura simplement le prénom, etc. Et on arrive déjà à quelque chose d'incohérent, parce que ces gens-là qui travaillent dans leur vie professionnelle, travaillent sur votre dossier, ont tous les renseignements sur vous, vous en demandent plein. Et quelle est votre date de naissance, et quelle est votre adresse, et quel est votre mail, Non, j'ai besoin pour votre dossier de remplir, d'avoir tout ça. Bon. Et eux se présentent sous un seul prénom. Là, il y a distorsion, il y a disproportion. Et là, je dis, mais donnez-moi votre nom. Pas question. Et pourquoi ? Pas question. On nous dit de faire comme ça, mais on ne veut surtout pas faire autrement. Et, alors je dis, dans ce cas-là, je pousse plus loin, je raconte dans mon dernier livre, je dis, bon, allez, très bien, Nadine, dans ce cas-là, je t'appelais pour telle chose, peux-tu... Mais monsieur, enfin, vous me tutoyez. Oui, soit nous sommes sur le registre prénom, copinage, récréation, infantilisation, soit nous sommes sur le registre professionnel, vie responsable, votre contrat de travail, il n'est pas à votre prénom. Donc, vous engagez la société que vous représentez à mon égard, et par respect pour elle, pour moi et pour vous, vous devez travailler sous votre nom de famille. Et je suis allé sur le grand débat. Et j'ai été très choqué. Alors d'une part, ça n'a rien à voir avec ça, mais je trouve choquant qu'on puisse s'exprimer sans prouver déjà que l'on vote, que l'on est un citoyen. C'est autre chose. Mais après, je regarde et je vois, il y a des tas de propositions qui sont faites, qui sont très, très intéressantes. Très intéressantes. Je suis bluffé, très fort. Par contre, qui les signe ? C'est Pierrot, c'est Petit Loulou. Enfin non. Quand on participe au grand débat, on le fait en tant que citoyen et on s'affirme sous son identité. Et récemment, Xavier Gors, le dessinateur, fustigeait les réseaux sociaux en disant les réseaux sociaux, c'est la déresponsabilisation, n'encourage pas la responsabilité, et les gens, sous couleur qui sont sur le réseau social, peuvent se permettre d'envoyer n'importe quoi à n'importe qui. Je crois que là, il y a des études à faire, mais il y a surtout, il faudrait revaloriser pour moi cette place du nom. Le nom en plus est beau, le nom est intéressant, alors c'est vrai que le nom est discriminant. Mais le prénom est discriminant, mais l'accent est discriminant, mais tout est discriminant. Et le prénom aussi est discriminant, parce que le prénom, il va dénoncer une catégorie sociale. Selon que vous vous appelez Maëva ou Christiane ou Marie-Charlotte. Mais même c'est l'âge. Absolument. Entre Nathalie et Alice, c'est clair. Il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Donc, et d'ailleurs, il faut penser à tout ça quand on choisit un prénom. On va je ne veux pas empiéter. Dans ce que disait Jean-Luc Bocarno, je fais très attention maintenant, il y a quelque chose qui est aussi très biblique, c'est avoir accès au nom, c'est avoir accès à la personne. C'est au pouvoir sur la personne, et puis, comme vous disiez, l'intimité, le fait de dis-moi ton petit nom. Dans les sociétés primitives d'Afrique ou d'ailleurs... Il est bavard, hein. Non, mais dans les sociétés primitives d'Afrique ou d'ailleurs, il y avait deux noms. Il y avait le nom secret et le vrai nom de tous les jours, le nom public. Le nom secret, il était donné à l'enfant, c'était le premier nom qu'on lui donnait, et on l'enfouissait symboliquement dans un vase, dans la terre, etc., parce que l'on pensait que ce nom devait être protégé, parce que le connaître donnait un pouvoir sur l'enfant. Et là, on n'est pas très loin de ce que vous disiez sur Adam, etc. Et dans la Bible, quand on change de nom... On va y arriver, justement. Mais même, par exemple, le nom de Dieu, pour Israël, il est ineffable. Ça veut dire qu'on ne peut pas le dire. Personne ne le connaît. Aujourd'hui, on sait, il y a le tétragramme, Yud, He, Vav, He, ces 4 lettres, elles sont identifiées. Mais le tétragramme renvoie à quoi ? Renvoie à quelque chose d'indicible, renvoie au néant, renvoie à l'interrogation. L'idée que je souhaitais développer, c'était la suivante. C'est que ce nom, il n'était transmis qu'au grand prêtre qui était élu, etc. Et il n'avait le droit de le prononcer, mais même pas de le prononcer, de le laisser tomber qu'une fois par an, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, quand il avait pénétré, pas seulement dans la cour, pas seulement dans le sein, mais dans le sein des saints, c'est-à-dire l'endroit le plus secret. Et là, il avait le droit de laisser tomber
de prononcer le nom devant l'arche d'alliance et les 2 chérubins d'or. Et quand il ressortait, il avait le droit, s'il n'était pas mort sur place, parce que Dieu s'était fâché qu'il le prononce, étant donné l'état du peuple et le sien, etc. Avant, il avait fait plein de rites d'expiation pour arriver. Très compliqué. Et on avait prévu la chose. Il était enchaîné à la cheville pour qu'on puisse le tirer. Si jamais foudroyé, il mourrait d'avoir osé prononcer le nom. Et quand il ressortait, s'il était vivant, il pouvait donner la bénédiction. Dieu donnait pour 1 an le pardon de tous les péchés. Donc vraiment ce fait que vous disiez que le nom, il a quelque chose à voir avec le pouvoir et qu'on ne convoque pas Dieu comme ça, voilà, à la petite semaine, c'est une chose très très profonde. Et je pense qu'effectivement, ce fait que au fond, tout le monde appelle tout le monde comme si on était tous des copains, c'est pas si évident que ça, parce que ça donne, comme vous le disiez, accès à quelque chose qui nous est extrêmement personnel. Le pouvoir, c'est bien ça. On a notre identité, notre prénom, notre nom, un numéro de sécurité sociale, etc., de téléphone et ce qu'on veut, tant qu'on a quelques éléments. Mais la personne qui a toute votre identité, elle a du pouvoir sur vous. Tant que vous affichez, vous rencontrez un officier de police qui veut verbaliser, etc., vous êtes Jean-Louis, ça va bien, mais à partir du moment où il a votre identité, il a du pouvoir sur vous. La société a un pouvoir sur vous, et tout le monde a un pouvoir sur vous, se sent plus investi de pouvoir à partir du moment où on connaît certains éléments de votre identité, c'est évident. Et là, on veut se protéger. Mais je vous dis, il y a plein de choses derrière ce glissement et cette évolution. Et à l'inverse, moi, j'ai pas envie qu'on m'appelle Régis, parce que c'est aussi vouloir rentrer dans mon intimité, rechercher mon amitié, alors que c'est des gens que je connais pas. Je sais pas dans quel. C'est aussi une irruption. Peut-être une forme de pouvoir en disant on est potes, on est copains. Non, on n'est pas copains. C'est ça. C'est-à-dire, je pense que dans le prénom aussi, nos parents ont mis des choses qui sont que vous évoquiez, qui sont de l'ordre d'un désir, d'une histoire, d'une transmission. Et au fond, c'est tout ça qui se trouve à la fois dans notre nom, mais dans notre prénom, parce qu'il nous est tellement personnel. Et je pense que c'est cette intimité, ce saint des saints, au fond, de notre personne, auquel notre prénom permet d'accéder, d'une certaine façon. Alors je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant un passage très connu de la Bible, justement un passage où on va changer de nom. C'est le fameux passage où Pierre, enfin il s'appelle pour l'instant Simon, fait une confession tonitruante à Jésus, et Jésus le remercie. C'est une question, en lui changeant son nom. Il l'appelle Pierre, alors qu'il s'appelait Simon. C'est Matthieu 16, versets 13 à 20. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis ? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alors comment vous lisez ce texte, Jocelyne Tarnot, ce changement de nom ? Ce changement de nom. D'abord, je voudrais faire remarquer que Jésus ne dit pas seulement Simon, il dit fils de Jonas. Alors, de temps en temps, c'est Jonas. Oui. De temps en temps, c'est Jean. Oui. Fils de Jean. Mais là, c'est intéressant parce que c'était Jonas qui était... Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que Simon, ça vient d'un des 12 tribus des fils, Simon, qui est celui qui n'a pas obtenu de bénédiction parce qu'il s'est très très mal conduit de Moïse. Moïse n'a rien dit sur lui pour ne pas avoir à le maudire. Donc Simon, ça signifie schéma, ça signifie écoute. Mais en même temps, Simon, il n'a
Siméon, il n'a pas vraiment trop écouté. écouté, Voilà, oui. c'est ça son problème. Et fils de Jonas. Jonas, vous le connaissez, c'est l'homme à la baleine. Voilà. Donc c'est lui aussi quelqu'un d'un peu réfractaire. Il n'a pas vraiment envie d'y aller. Il faut la baleine, il faut machin, ça, pour arriver à ce qu'il aille à Ninive, où il a été appelé. Mais en hébreu, c'est Yona, ça veut dire la colombe. Donc il est le prophète de la paix, mais il est le prophète des nations. Ce qui fait que Simon, fils de Jonas, en fait, c'est un pêcheur, mais aussi pêcheur avec le filet, mais un pêcheur, fils de quelqu'un, enfin, de Jonas, qui est tourné vers les nations. Donc on a déjà une ouverture à l'Église. Il y a déjà un programme là. Exactement. Oui. Et le Christ dit, tu t'appelleras plus comme ça, même s'il continue d'appeler jusqu'à la fin, dans Jean, il continue à dire, à l'appeler comme ça, mais tu t'appelleras Képhas, en grec, tu t'appelleras Pierre, ça veut dire, tu vas devenir solide, regarde, tu es au fond inachevé, ton écoute, elle n'est pas véritable, parce qu'elle n'aboutit pas sur l'obéissance. Audirer, c'est écouter, mais c'est obéir aussi. Hein. Donc voilà, il y a une espèce de transformation de l'être qui est donnée en lui disant, écoute, tu es tout ça par ta chair et tu deviendras ça par la foi. Donc au fond, il y a ce changement du nom de baptême qui est souvent, ou quand on rentre dans la vie consacrée, on change de prénom aussi. Oui, absolument. Donc il y a un changement d'identité, de nature, qui révèle au fond le travail de la grâce en nous, qui nous fait passer du vieil homme, du vieil Adam, à l'homme nouveau, Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'imposition, comme on disait autrefois, du nom de baptême au moment du baptême, justement, parce que les parents, normalement, connaissent depuis bien longtemps le prénom et on appelle déjà l'enfant de son... Mais il faut que ça soit rappelé par le prêtre. Absolument. Comme un changement de... Exactement, comme un don de la grâce propre au baptême, un changement de nature. Le Christ le dit à Nicodème, hein, si tu renais pas doué d'esprit, tu n'entreras pas. Hein, il s'agit de renaître, c'est une nouvelle naissance, le baptême. Et donc le nom qu'on nous donne à ce moment-là, même si on l'a reçu de nos parents qui l'ont choisi, mais quand on est chrétien, on choisit le prénom en fonction du baptême aussi, la plupart du temps. Hein. Alors, autrefois, non. Allez-y, moi, allez-y. je pense pendant plusieurs siècles. Oui. Non, en réalité, pendant plusieurs siècles, l'habitude voulait que lors du baptême, ce soit le parrain et la marraine qui choisissent et qui donnent le prénom, mais qui donnent leur prénom. Et que, en réalité, les parents donnent à l'enfant le prénom du parrain et de la marraine, qui souvent portaient le même au masculin et féminin, Jean et Jeanne, mais tout au moins le prénom du parrain ou de la marraine. Et on arrivait comme ça, dans des familles, ça perturbe beaucoup les généalogistes amateurs, qui s'aperçoivent que dans une même fratrie, ils vont avoir 3 Claude ou 4 Jeanne. Eh bien oui, parce que l'aînée des Jeanne avait eu pour marraine sa grand-mère paternelle qui se prénommait Jeanne, donc allons-y pour Jeanne. La deuxième avait eu l'autre grand-mère de l'autre côté, qui elle aussi était Jeanne, donc allons-y aussi pour Jeanne. La troisième avait eu une cousine ou une tante qui se prénommait Jeanne, une troisième Jeanne, on ne se posait pas de questions. Et la quatrième, on l'avait pris peut-être comme marraine la sœur aînée, qui à partir de 7 ans... Et voilà, on avait 4 Jeannes. Alors, dans la vie courante, l'aînée des Jeannes allait peut-être rester Jeanne, la deuxième devenait Jeannette, la troisième Jeanneton, et la quatrième Catherine, on ne sait pas pourquoi. Mais on arrivait comme ça, et c'était fréquent dans toutes les familles, parce que c'était automatique. Le choix, vraiment, du prénom qui va se faire en fonction de tout ce que... tout ce qu'on va pouvoir mettre dedans, notamment de la consonance, c'est un libre arbitre des parents qui n'arrive, je dirais, qu'à la fin du XIXe siècle, qui va naître plutôt dans les classes sociales plus aisées, plus évoluées, mais c'est comme le prénom double ou multiple. Pendant très très longtemps, dans les familles, il n'y avait qu'un nom de baptême. Alors, on a vu apparaître petit à petit des prénoms multiples au XVIIIe siècle, mais dans les classes dominantes, au XVIIIe siècle en ville, mais ça n'est vraiment qu'à la fin du XIXe siècle que la pluralité des prénoms va se généraliser un petit peu dans les familles qui avaient envie de donner plusieurs prénoms, avec Marie comme patronage de la Sainte Vierge, avec aussi le fait que quand il y a plusieurs prénoms, dans certaines régions, dans certains milieux sociaux, c'est le premier qui est traditionnellement le prénom dit usuel, et dans d'autres, parfois, ça allait être le dernier. Hein. Mais ça dépend des régions, des familles, des milieux, etc. C'est très, très variable. Mais pendant très longtemps, nos ancêtres n'avaient
qu'un nom de baptême, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un prénom, un seul prénom, et prénom qui était celui du parrain ou de la marraine. Et on arrivait comme ça à suivre en décalé des transmissions de prénoms entre des oncles et des neveux, plutôt souvent qu'entre des pères et des fils. Ah oui, évidemment. Et il y avait des prénoms de famille qui se donnaient comme ça à l'intérieur d'une famille où tout le monde, presque tous les garçons se prénommaient Claude ou se prénommaient Pierre, etc. Après, vous aviez des prénoms comme les Thaïs dans certaines familles de la haute noblesse, etc. Mais bon, c'était beaucoup plus rare. Mais vous aviez comme ça des prénoms de famille qui se transmettaient, mais plus souvent comme ça en escalier, d'oncle à neveu que de père en fils. Eh bien, on va arriver à la troisième partie de l'émission, qui est la question des modes, du sens qu'on y met actuellement, etc. Alors, je vous propose qu'on fasse une très courte pause avec un deuxième texte. Cette fois-ci, c'est un texte de Marcel Proust, que j'ai trouvé assez amusant, où il parle d'un oncle, c'est dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919, où il parle d'un oncle qui s'appelle Palamède. L'oncle qu'on attendait s'appelait Palamède, d'un prénom qu'il avait hérité des princes de Sicile, ses ancêtres. Et plus tard, quand je retrouvais dans mes lectures historiques, appartenant à tel podestat ou tel prince de l'Église, ce prénom même, belle médaille de la Renaissance, d'aucuns disaient un véritable antique, toujours resté dans la famille, ayant glissé de descendant en descendant depuis le cabinet du Vatican jusqu'à l'oncle de mon ami, j'éprouvais le plaisir réservé à ceux qui, ne pouvant faute d'argent constituer un médaillé, une pinacothèque, recherchent les vieux noms et en somme, grâce à ces collections de sonorités anciennes, se donnent à eux-mêmes des concerts à la façon de ceux qui acquièrent des viols de gambe et des viols d'amour pour jouer de la musique d'autrefois sur des instruments anciens. Alors, Jean-Louis Bocorneau, vous venez de me dire que vous aviez un ancêtre aussi qui s'appelait Palamède. Et pourquoi pas Palamède Beaubernard, oui. Qui était un petit notable du Charolais au XVIe, XVIIe siècle. Alors justement, est-ce que ça dit quelque chose de mode ? Parce que 16e, 17e siècle, Palamède, c'est encore admissible. Visiblement, en 1919... On ne trouve pas beaucoup. Vous croyez ? Pas plus qu'aujourd'hui. En 1919, visiblement, Proust, il trouve ça franchement ridicule. Oui. Mais et Marcel, aujourd'hui, le prénom de Proust, vous croyez qu'il est beaucoup donné ? Alors c'est la grande théorie des spécialistes, notamment de Guy et Joséphine Desplanques, qui ont pendant très longtemps publié des livres annuels sur la cote des prénoms. La grande théorie, c'est qu'un prénom, pour revenir à la mode, quand il a été très à la mode, un prénom doit passer au purgatoire, doit se faire oublier pour revenir à la mode, comme par exemple, vous n'allez pas aujourd'hui prénommer une fille Monique. Monique, ça a été tellement à la mode dans les années 20, où il y a eu, je ne sais plus combien, une fille sur 15 qui a été prénommée Monique, que, voilà, Monique, elle a, aujourd'hui, le prénom est très connoté du point de vue âge. On imagine tout de suite une octogénaire ou une septuagénaire au minimum. Donc, donner à un enfant le prénom de Monique, non. Alors que, quand il s'est passé pendant 20 ou 30 ans au purgatoire, on pensera à l'aïeul dont on a la photo jaunie, et on dira, Monique, c'est délicieusement désuet, et on réinventera. Marcel, bon, en plus, il a une connotation très populaire, le Marcel, le tricot, etc. Mais Marcel reviendra certainement un jour, mais il faut lui laisser le temps. Il n'y a qu'un nom comme ça qui ne reviendra pas apparemment, c'est Adolphe. Oui. Hein, d'où la grande pièce, le prénom. Hein. Oui. Mais autrement, on le voit, ça a été le temps des Jules, et les Jules commencent à revenir dans l'espoir. On voit les enfants. Quatrième je suis allé regarder sur l'INSEE, 2017, Gabriel, Louis, Raphaël, donc des prénoms plutôt... Mais je pense que vous auriez questionné sur Monique, Jules. Vous n'en auriez pas eu plus que des Palamèdes. C'est vous possible. avez peut-être un ou deux Palamèdes, vous avez peut-être une ou deux Monique. Les filles, c'est Emma, Louise et Jade. Voilà. Et Jade, alors là, c'est un nouveau registre, hein, mais Louise et Emma, il y a 40 ans, ça aurait été inconcevable. C'était trop proche. Il y avait eu encore à la mode des Louises qui étaient des aïeules, avec leurs revêtements noirs de deuil, etc., leurs jupons. C'était pas possible. Et c'est vrai que donner à l'enfant un prénom n'est pas anodin, parce que autrefois, alors Jocelyne, vous expliquiez que dans la Bible, un prénom était un programme. Là, aujourd'hui, c'est plus un programme, mais ça va suivre l'enfant pendant toute sa vie. Et je disais tout à l'heure, tout est discriminant, et prénom est discriminant. Je disais entre Marie-Charlotte et Maëva, oui, c'est pas la même culture des parents.
C'est pas l'un c'est Paris 16e et l'autre c'est peut-être plutôt Bobigny ou des banlieues populaires. Après, à chacun d'assumer son prénom et de savoir s'appuyer sur son prénom. Mais vous avez ça, mais vous avez aussi l'âge des prénoms. Donner à un enfant un prénom un peu vieillissant, c'est moins bon. Le prénom arrive en général, il arrive dans certaines classes sociales et descend petit à petit l'échelle sociale pour se démocratiser et se populariser. Les premières Nathalie, les Nathalie d'avant 50, c'était des familles qui vraiment allaient chercher ça, on se demande bien où, etc. Mais soit dans des livres. Soit... Après, il y a eu le phénomène Nathalie, on dit que c'est la chanson de Beko. Bon, il y a eu par exemple pour David c'est Hallyday, c'est David Hallyday, c'est le Star System qui était à l'origine de ce prénom. Bon, aujourd'hui, donner à un enfant le prénom de David, c'est lui donner déjà 40 ans dans la bobine. Il va, dans 40 ans, quand il va se présenter au téléphone, on imaginera avoir un octogénaire. C'est pas possible. Donc il faut essayer de trouver un prénom qui ne soit pas trop daté ou datable, et plutôt d'anticiper la mode, en donnant, si possible, en trouvant à l'enfant un prénom qui n'est pas à la mode, mais qui risque de le devenir pour essayer de le rajeunir de 10 ans. Alors, Palamède, je pense que c'est un peu intemporel, ça ne marchera jamais. Ça marchera jamais. Mais il y a des prénoms qui, en cherchant bien, on voit qu'ils frémissent. Ils sont là, c'est un peu timide. Alors, Joséphine Desplanques disait que souvent, dans les classes CSP+, on testait les prénoms, on les donna d'abord aux chiens. Et c'est peut-être... on a peut-être commencé par donner Marcel ou Jules aux chiens. Et puis ensuite, quand on voit que, on les récupère pour les enfants. Mais c'est très subtil, il y a plein de choses. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire des prénoms. Oui, je constate. Au début de ma carrière, j'ai travaillé chez un couturier, Monsieur Courrèges, qui voulait évidemment se démarquer. Et il était en avance sur la mode des Christians. Oui, c'est ça. Mais il a appelé sa fille Clafoutis, parce que sa femme faisait un clafoutis le jour où elle a appris qu'elle était enceinte. Mais quand il a été la déclarer, à cette époque-là, on lui a refusé. On lui a dit, c'est pas possible. On ne peut pas donner un nom de gâteau à un enfant. Faut être raisonnable. Faut être raisonnable. Voilà. Est devenu un nom de gâteau. Donc il a rajouté Marie devant. Marie Clafoutis. Oui, mais aujourd'hui... Marie à l'état civil. Oui. Et Marie Clafoutis. Et Clafoutis dans la vie. Et Clafoutis, comment l'appelle-t-on, Titi? Je ne sais pas, j'ai perdu le contact depuis longtemps. Mais j'avais, à l'époque, c'était déjà une chose qui m'avait semblé assez étrange. Oui. Mais aujourd'hui, on forge des prénoms. C'est-à-dire, c'est la sonorité qui va compter. Oui. Et l'orthographe n'a plus beaucoup de sens. Oui, c'est-à-dire, c'est la sonorité. Exactement. Oui. Et l'orthographe aussi. Parce qu'on va écrire le même prénom avec des orthographes très, très différentes et phonétiques, généralement. Vous avez ça pour Jocelyne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais mon prénom, je le dois à Milly-la-Martine, le village près du Mâconnais, où si j'en mets Monsieur de Lamartine. Voilà. Alors ma maman voulait, mon père voulait un garçon. J'étais la deuxième fille en 14 mois, donc voilà. Et maman avait préparé Bernard à cause de Bernard de Clairvaux. Pourquoi pas Ombline pour vous alors? Mais elle n'y a pas pensé parce que peut-être non, elle a pensé Jocelyne à cause de Jocelyn. Alors ça, c'est très. Il faut expliquer parce que tous les téléspectateurs ne savent Jocelyn, pas. C'était une œuvre. La grande œuvre d'Alphonse de Lamartine. Exactement, Jocelyn. Et alors, que dire, j'ai toujours écrit toute ma vie. J'ai aimé écrire. Peut-être que j'ai été. Ah oui. Parce qu'on vous a raconté qu'on vous a choisi Jocelyne à cause de Jocelyn. Mais assez tardivement. Assez tardivement. Donc vous pensez que le prénom vous a déterminé? Votre prénom vous a déterminé? Non, je pense que j'avais un fil avec ça. Mais après, au fond, j'ai été contente de ce patronage. Parce que je trouvais que Jocelyne, c'était l'époque, enfin, quand j'étais jeune, où Monoprix, Prise Unique, etc., on avait fait sa marque de produits de beauté. Et je trouvais ça très dévalorisant. Tandis que Jocelyn de Lamartine, ça le faisait quand même. Hein. Voilà. Mais bon, vous avez aussi tous les problèmes des prénoms que l'on redonnait à un enfant. On redonnait le prénom d'un mort de la famille. Oui. Alors, d'un grand-père ou d'un grand frère. Oui. Salvador Dali, par exemple, il avait eu, je crois, 2
petit frère, en fait, 2 frères aînés avant lui. Il était l'aîné, mais en réalité, il y en avait eu 2 autres qui se prénommaient Salvador. Salvatore, sauvé. Mais bon, là, c'était quand même faire porter le deuil, un deuil comme ça, c'est pas anodin. Et vous avez parfois des enfants, enfin des personnes qu'on va rencontrer, qui portent un prénom un peu trop vieux pour elles, et quand on pose la question, eh bien oui, quand je suis né, on venait de perdre une sœur de ma mère, etc. Et là, bon, faire porter le deuil, c'est pas facile. Est-ce que vous pensez, comme je disais en introduction, que ça peut être une fatalité, un prénom, que c'est quelque chose que vous avez dit porter, et on le dit d'ailleurs, porter un prénom. Est-ce que ça peut être un fardeau? Un fardeau, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous ne choisissez pas. Oui. Le nom, personne ne le choisit. Ça. Le prénom, vos parents vous le choisissent, mais avec des intentions ou des émotions, une sonorité ou un amalgame avec le nom. Ah tiens, ça sera chouette. Bon, faut quand même vraiment tout peser. Hein. Mais aucun de ces éléments-là n'est choisi par soi. Oui. Et c'est pour ça que aujourd'hui, qu'est-ce qui marche beaucoup, c'est le pseudonyme. Oui. Sur les réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure et à des tas de niveaux, on s'affiche sous un nom qu'on se forge, qu'on se fabrique, et forcément qui va être pas forcément valorisant, mais dans lequel on va se sentir bien. Un prénom peut-être un peu, un nom peut-être un peu infantile, peut-être un peu protecteur. Hein, on veut rester enfant, on veut pas. Mais oui, un nom doudou. Un nom doudou, absolument. Oui. Mais et là, alors que le pseudonyme est quelque chose d'assez récent, et le pseudonyme, à l'origine, il était choisi par qui et comment? En général, des gens qui allaient dans certains domaines, littérature, théâtre, etc., qui s'exposaient et qui étaient eux-mêmes issus de familles qui n'étaient pas des familles du tout venant, ou avoir un saltimbanque parmi ses membres n'était pas bien vu du tout. Donc, Stendhal, l'exemple type, c'est Stendhal. Exactement. Hein. Mais donc, pour protéger la famille, mais aussi pour s'affranchir, eux, de cette famille bourgeoise qui avait ses codes, etc., que l'on refusait, les gens se choisissaient un pseudonyme. Et se choisissaient un pseudonyme où ils allaient s'offrir un prénom rajeunissant ou un prénom original, un nom valorisant, un nom dans l'air du temps, un nom anglo-saxon à l'époque des yéyés, etc., souvent, Bob Dylan, Johnny Hallyday, etc., mais un nom qu'on se forgeait complètement. Et là, est-ce que c'est pas un peu, quelque part, devenir un peu apprenti sorcier? Normalement, on n'a pas de maîtrise, on n'a pas de pouvoir sur son identité. Là, on fait un pied de nez à la société, on se forge un nom, sauf que c'est un nom sous lequel on va souvent se cacher. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a eu les vitres fumées ont eu un grand succès. Les vitres fumées vous permettent de vous cacher. Le pseudonyme sur les réseaux sociaux vous permet de vous cacher. L'usage du prénom dans la vie quotidienne et surtout dans la vie officielle, dans la vie publique, dans la vie du travail, je reviens, c'est mon obsession, vous permet de vous cacher, de vous protéger. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est tout ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une évolution de la société qui fait que l'identité peut être dérangeante. Oui, parce qu'on a quand même aujourd'hui la possibilité, en tapant quelques clics, d'avoir accès à votre vie, à votre profil, avec tout ça. Donc, je croyais que vous alliez dire, en tapant sur son clavier, on a accès à Internet, on a accès à toute la connaissance. On devient l'égal de Dieu, comme lorsqu'Ève mangeait le fruit du paradis perdu. Enfin, oui. Mais il y a quelque chose de ce côté-là aussi. Mais d'avoir ce souci de chercher, au fond, pourquoi j'ai choisi telle chose, pourquoi telle autre, et surtout, etc. pourquoi je choisis le prénom de mon enfant. Exactement. Pour revenir à notre... Exactement. Et faire attention. Faire attention. Oui, parce qu'il y a des enfants qui vont traîner, comme vous l'avez dit, leur prénom, le porter comme un fardeau. Enfin, ça n'est pas un gadget, ça n'est pas se faire plaisir pour des parents. Exactement. C'est essayer de se projeter, de projeter l'enfant dans un monde qu'on ne connaît pas encore, mais au moins éviter certaines erreurs. Oui, c'est ça. Et que ce soit... Faut pas se prendre la tête non plus. Non, mais je veux dire qu'un prénom qui fait qu'un enfant est ridicule en cours de récréation ou est en but à la moquerie, c'est pas lui rendre service, franchement. C'est une chose... Oui, mais est-ce que tout prénom ne peut pas donner lieu, et tout nom de famille ne peut pas donner lieu à des jeux de mots, etc. Si l'enfant, c'est une question de solidité, de la personnalité de l'enfant, est-ce que finalement, un prénom, un nom qui ne va pas le forcer
à réagir, Claire. à se forger une personnalité, à s'imposer, à s'affirmer. Bien sûr. Oui. Est-ce que Mais le on va prénom pas qui faire peut être en un peu sorte- handicapant, Enfin, vous voyez, on va pas prévoir l'enfant le- qui est fort, il va, Oui. il va rebondir, il va le transformer en atout. Mais d'autant que vous me disiez, ce qui est assez curieux, moi ça m'a surpris, qu'on changeait assez peu de prénoms. Dans le... Oui. C'est pas... Moi je Ben, pensais qu'on changeait beaucoup. Changer de nom, c'est l'identité officielle. Donc, quand on a un nom, on lourd à porter parce que jugé déshonorant, ridicule, etc. Bon, il y a un certain ministre qui se nommait Pucelle et qui était une dame et qui a préféré devenir d'un autre nom. Elle est devenue Pugel. Bon, avec une simple lettre changée, ça change tout. Mais vous avez des noms d'origine étrangère qui non seulement peuvent être ressentis comme discriminants, mais qui surtout vont avoir l'inconvénient d'être imprononçables, impossibles à épeler, etc., impossibles à retenir. Donc là, le nom est quand même un outil de police générale. Donc le changer n'est pas anodin, et c'est un parcours du combattant. Il faut que la motivation soit très forte, parce que vous avez eu, par exemple, les Juifs qui ont changé de nom pour se protéger après l'Holocauste, etc., bien souvent, les petits-enfants, aujourd'hui, veulent faire la démarche à l'envers. Et là, on leur dit non. Il est prévu que le changement de nom vous permette de vous refondre dans la société, mais pas au contraire de vous démarquer. Donc, on leur dit niet. Donc, il faut penser à tout ça. C'est pas anodin. Mais changer de nom, vraiment, on a besoin que l'État intervienne. Changer de prénom, là, on en revient, c'est la sphère du privé. Donc, changer de prénom, en général, on s'accommode très bien, on se prend un pseudonyme, ou bien on se change de prénom. On a le prénom d'état civil sur la pièce d'identité, et puis dans la vie courante, on dit aux copains, à la famille, voilà, Louis, je veux plus, ou Palamède, je veux plus, eh ben vous m'appelez Édouard, ou vous m'appelez Kitty, et puis voilà. On fait, non mais la dénomination de l'intime, on arrive à la maîtriser, donc il y a moins de changements officiels de prénom. C'est vrai. Bien, écoutez, merci beaucoup, parce que je crois que le message... On n'est pas arrivé au bout, mais malheureusement, on est arrivé au bout du temps, mais on vous réinvitera l'un et l'autre. Je veux garder un tout petit peu de temps, parce que j'aimerais qu'on vous présentiez un peu ce que vous nous avez amené l'un et l'autre. Alors, Jocelyne Tarnot, vous nous avez amené... Alors, c'est des DVD, alors c'est difficile. C'est des CD, pour tout dire. C'est des CD, Ah oui, c'est difficile à montrer comme ça. Mais oui, expliquez-moi. Cette année, on a avec Étienne Tarnot, donc qui est mon fils, avec lequel je travaille, parce que il s'occupe des notes. Je vous demander pourquoi vous l'avez choisi ce prénom. Hein. Étienne, le couronné. Vous voyez, ça va bien. Hein. Oui, ça va bien. On a beaucoup travaillé cette année, donc une comédie musicale sur Joseph. Qu'on a fait pendant toute cette année scolaire jusqu'à la mi-février. Et puis là, on a aussi fait deux CD sur les évangiles du temps de Noël et de Pâques. Et le prochain concert que va donner Étienne, c'est à l'espace Bernanos, et ça sera sur Pâques, un concert de Pâques le 22 mars. Donc voilà. Là, je montre Noël. Oui, voilà. Vous montrez celui de Noël, je montre Noël, oui, je montre Noël pour l'instant. Donc c'est Pâques, et au fond, ça permet de traverser toute l'année liturgique avec ces concerts qui sont à peu près tous les mois à l'espace Bernanos. Et si vous voulez nous retrouver, là, au contraire, on n'a pas la troupe, les décors, etc. C'est très intimiste, et il introduit chaque évangile mis en musique avec pourquoi on a choisi cet angle. Pourquoi, quand on fait l'annonciation, c'est l'ange Gabriel qui parle. Pourquoi, enfin voilà, pas seulement... c'est-à-dire toujours un angle qui n'est pas forcément celui qui saute aux yeux quand on ouvre l'évangile. Pour avoir justement ce regard un peu différent qui renouvelle l'écoute. Et puis vous continuez votre série La Bible pas à pas, c'est le tome 2. Oui, c'est le tome 2, mais le dernier c'est David, et c'est le tome 5. Oui. Donc voilà, mais là le tome 2 qui m'a servi comme matrice pour écrire le livret de Joseph et ses frères, que voilà, j'espère qu'il... Et donc toute la série se trouve chez Le Thielleux. Voilà, Le Thielleux, Artege, DDB, vous savez, ils ont changé, donc ils peuvent s'appeler ou Artege ou... Donc voilà, la série La Bible pas à pas, Jocelyne Tarnot. C'est ça. Et puis Jean-Louis Bocarno, nos ancêtres étaient-ils plus heureux ?
Je ne sais pas, c'est une grande question. C'est une grande question, j'avais un peu marre de l'entendre. Donc, je suis allé me lancer dans des parallèles, dans des analyses, en montrant comment ils voyageaient autrefois, comment on voyage aujourd'hui, comment ils vivaient autrefois au quotidien chez eux et aujourd'hui, etc. Et puis mes petites aventures sur les plateformes, où finalement, après avoir tapé étoile, machin, etc., et insisté pour qu'on me donne le nom qu'on ne veut pas me donner, en général, on me raccrochonnait. Il faut recommencer à taper étoile, truc, etc. Et c'est pas possible. Mais voilà. Et je fais ces parallèles, je propose ces parallèles pour que chacun, à partir de là, réfléchisse et conclue, nos ancêtres étaient-ils plus heureux, oui ou non? Et alors finalement, vous... C'est une question ouverte. C'est une question très ouverte. C'est une question très ouverte. Il est très très difficile d'apporter la réponse. La réponse ne tient pas forcément en un oui et un non. Et la question pourrait être, pourrions-nous vivre? Aurions-nous pu, nous, vivre dans le monde de nos ancêtres? Et c'est la vraie question. Donc, nos ancêtres étaient-ils plus heureux? C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait partager votre science sur le prénom, sur le nom et surtout sur l'identité. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.